L'effectuation, c'est la façon qu'ont les entrepreneurs de réfléchir et d'avancer dans la vie. Donc, c'est un sujet qui vous concerne tous. Alors, si vous voulez, le principe à la base, c'est de dire si on peut contrôler le futur, alors on n'a pas besoin de chercher à le prédire. Et c'est quand même bien pratique. Alors, on doit cette réflexion à une chercheuse d'origine indienne, donc qui a un nom évidemment incompréhensible pour nous, Sarah Sarasvati, sachant que Sarasvati est une déesse célèbre du panthéon indien. Et Sarah Sarasvati a fait son doctorat avec comme maître de thèse un prix Nobel, donc ça aide beaucoup pour trouver des sujets pour ses expériences. Et elle s'est posé la question de comment pensent les entrepreneurs. Alors, elle avait le choix, hein, c'était d'utiliser ses pouvoirs, ses super pouvoirs et de lire directement dans les yeux des entrepreneurs. Mais elle a pensé que pour une thèse, il fallait mieux passer par une expérimentation. Donc, elle a rassemblé, au prix Nobel qu'il encourageait, un grand nombre d'entrepreneurs de haut vol et elle leur a demandé de résoudre des problèmes. Et elle a étudié leur façon de résoudre le problème, de résoudre leur mode de résolution. Et là, elle est embêtée parce qu'elle s'est perçue que ce n'était pas du tout comme dans les livres. C'est donc l'opposition que l'on voit entre ce qu'elle appelle la causation et l'effectuation. Alors, qu'est-ce à quoi? Qu'est-ce donc? La causation, c'est le mode de fonctionnement des managers. Donc, le manager, ça commence par ça. Ça commence par avoir une mission. Puis ensuite, il faut planifier. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, eh ben, il faut, allez, vous le savez tous, trouver les ressources nécessaires. Alors que l'entrepreneur, il fait différemment. Vous savez, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, un vieux sketch pour les boomers. L'entrepreneur, il fait l'effectuation. Et ça commence donc par, non, se fixer un objectif. C'est pas pareil que d'avoir une mission. Et une fois qu'on s'est fixé un objectif, on va aller regarder son frigo, oui, mais plus particulièrement, regarder les ressources qu'on a dans son frigo. Et on va commencer avec ces ressources-là, avec ses propres ressources. Il y a un deuxième principe qui est de se fixer les limites acceptables, les risques acceptables. Puis enfin, ou pas plus enfin, mais le troisième principe, c'est de faire avec les obstacles, de les utiliser, de les leverager. Ça, c'est assez connu sous l'idée de quand la vie vous envoie des citrons, vous faites de la limonade. Et l'entrepreneur est le roi à transformer tous les obstacles en avantages. Enfin, l'entrepreneur, il va faire du patchwork, c'est-à-dire, ça fait référence à ces soirées d'hiver où chacun venait avec ses bouts de chiffon et on en faisait un assemblage tous ensemble qui permettait d'avoir une jolie couverture. Donc, c'est l'idée de former des partenariats. Et enfin, c'est le cinquième principe, on va chercher à ne contrôler que ce qui est contrôlable. On ne va pas s'affoler avec le reste. On admet qu'il y a une marge de manœuvre, qu'il y a une incertitude et qu'il faut se concentrer sur ce qui est qu'on est capable de modifier, qu'on est capable de contrôler. Oui, ben voilà, c'est plus simple. Alors, je vais vous donner un petit exemple à titre d'illustration. Dimanche prochain à midi, vous allez regarder le programme à la télé et vous allez vous dire, ouille, 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 on a encore
parti pour une soirée devant TF1. Et donc, vous allez vous poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de perdre encore des neurones? Et la réponse, ça va être si on faisait une soirée avec tous les copains qui, comme nous, ont un problème avec les soirées TF1, et ça pourrait être un super, un super événement. Et là, vous allez prendre la première voie, la voie du manager, donc la méthode causale, et vous allez vous dire, bon, on va commencer sérieusement les choses, donc on va faire une étude de marché pour savoir où il faut tenir cette soirée, dans quel lieu, avec quel chef, avec quels invités, avec quel menu. Enfin, voilà, on est des gens sérieux, quoi, donc on étudie le marché avant. Puis après, il va falloir se confronter avec la réalité. Quand est-ce que les lieux qu'on vise sont disponibles? Quand est-ce que le chef qu'on veut retenir va avoir du temps? Et puis, les invités, vu qu'on a décidé qu'il fallait dans les invités un général et un évêque, ils ne se libèrent pas comme ça. Moralité, dans 5 semaines, vous faites votre premier événement. C'est bien, c'est efficace. L'entrepreneur, lui, il va utiliser la méthode effectuale. Il va ouvrir son frigo, comme tout à l'heure, il va voir ce qu'il peut faire le même jour. Et puis, il va appeler ses amis et voir ceux qui sont dispo. Et il va même leur demander qu'est-ce que tu peux apporter ou qui tu peux inviter. Et donc, la première soirée va avoir lieu dès le soir même. Et là, il va en faire un retour d'expérience. Et il va se dire, tiens, c'est marrant, mais en fait, je pensais que ça allait être vers 21h que la fête allait commencer. Vers 18h, c'est plus malin, parce que le lendemain, il y a école. Et donc, il va adapter. Ah, je pensais que les gens allaient vouloir manger beaucoup, mais en fait, ils mangent peu, ils préfèrent un sujet. Donc, il faudrait que je trouve un sujet pour la première fois, pour la prochaine fois. Ah, il va améliorer et évidemment, on n'est pas en train de faire une ode à la non-préparation. On n'est pas en train de dire qu'il faut tous les dimanches regarder ce qu'on a dans son frigo et après et appeler tout le monde en catastrophe. Il va préparer l'événement suivant dès maintenant, dès la fin du premier événement. Et du coup, il va avoir une semaine entière pour préparer le suivant et probablement 2 semaines pour commencer à penser à celui d'après. Donc, il va améliorer constamment son événement. Et quand il arrivera à la 5e semaine, il sera déjà très bien établi, là où l'adepte de la méthode causale, que l'on a vu juste avant, sera au tout début de sa réflexion et de la maturité de son événement. Voilà, donc en conclusion, vous autres entrepreneurs, vous êtes différents et ce n'est pas grave. Voilà. Alors donc, comme Patrick vous l'annonçait avec tant de délicatesse, nous allons instituer une nouvelle petite rubrique. C'est la rubrique une petite histoire. Alors, je l'ai fait un peu dans le rush, donc il manque un E à petite, mais petite histoire qu'on va essayer de vous raconter chaque semaine. C'est une petite histoire qui a qui a une morale à but économique et business. Donc, je vais vous raconter une vieille histoire qu'on racontait déjà avec mon camarade Frédéric, ici présent, en 91, c'est-à-dire hier, il y a 30 ans. Et oui, j'ai des amis de 30 ans dans la salle. C'est l'histoire d'un Français et d'un Belge qui sont en train de marcher dans le désert. Et tout d'un coup, ils tombent face à face avec un lion. Alors là, il le voit bien, mais en fait, il est loin, le lion. Et qu'est-ce que va faire le Belge? Il va chercher, il va fouiller dans son sac. Et là, le Français est bien conforté dans l'idée que les Belges sont vraiment des cons. Et qu'est-ce qu'il cherche dans son sac? Des baskets. Et là, le Français lui dit, mais c'est dingue, quoi. Tu crois vraiment que tu vas courir plus vite que les lions? Et le Belge lui répond, mais non, je vais courir
plus vite que toi. Quelle est la morale de cette histoire? Il faut battre la compétition. Il faut battre la compétition. Il y a une première morale qui est les Belges ne sont pas si cons que ça. Je pense que c'est important de le dire. Mathieu propose comme morale, il faut s'entraîner. OK. Si le lion, c'est la crise, comment est-ce qu'on combat la crise? En courant plus vite que la compétition, effectivement. En, en étant plus solide que la compétition. Et comme dit Patrice, faire un peu mieux que les autres, c'est déjà beaucoup. C'est suffisant. Et pour vous donner un exemple qui, je pense, est prodigieux, on a un client dans la crise de 2008 qui vendait des maisons. Vendre des maisons pendant la crise de 2008, c'est pas super parce que tout s'est arrêté. Et lui, en plus, il vendait des maisons en bois, maisons de bobos, quoi, des trucs. C'est la première chose qu'on arrête d'acheter pendant la crise. Et il avait des vendeurs qui étaient des vendeurs payés à la commission, comme c'est le cas souvent dans l'immobilier. Au lieu de les licencier ou au lieu de les garder à la commission, ce qui est un peu la même chose, hein, puisqu'un vendeur qui ne peut pas faire qui est payé à la commission et qui ne peut pas faire des commissions, ben, il doit aller chercher un autre métier. Il a décidé de les payer euh, avec un salaire fixe et du coup, ils sont restés. Certes, le marché de l'immobilier a perdu 30%, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de maisons à vendre ou à acheter. Ça veut dire que lui, qui avait encore des vendeurs opérationnels, il a pu vendre des maisons, les maisons qui auraient été vendues par les 2, 3, 4, 5, 10 concurrents qui, eux, ont mis la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus de vendeurs. Donc, quand le marché a perdu 30%, lui, il en a perdu 10. L'année suivante, quand le marché s'est repris, il a fait 50%. L'année d'après, quand le marché était pleinement là, il était à x2. La crise ne va pas vous tuer, elle va juste manger celui qui court derrière. C'est une belle morale, un message d'espoir. C'est effectivement une belle morale et un message d'espoir. Merci Jean-Christophe pour ces 2 points sur l'effectuation et puis la mise en œuvre de l'effectuation. Vous voyez, c'est hier soir 22h30. J'ai envie de raconter une petite histoire. Est-ce que tu te souviens du Belge et du Français dans le désert face au lion? Ça vous donne dès le lendemain une nouvelle rubrique dans les chroniques pour l'entrepreneur. Cette rubrique survivra-t-elle dans les prochaines semaines? Eh bien, pour le savoir, il faudra regarder avec nous les prochaines occasions des petites histoires. Et puis peut-être ça fera une playlist particulière dans YouTube des petites histoires de Melsion pour l'entrepreneur. On ne sait pas, c'est le début d'un grand succès, on ne contrôle rien. Et donc, comme on ne contrôle rien, on va s'engager à essayer un peu plus pour voir si ça vous a plu et si ça vous a été éventuellement utile, ne serait-ce qu'en amenant un sourire sur vos lèvres. Et je sais que vous êtes tous dans l'attente de l'histoire que Patrick va vous raconter la semaine prochaine. La pression est sur mes épaules, j'ai bien compris. Merci à tous pour cette participation à notre live. Un coup de chapeau à tous ceux qui nous écoutent à distance, en courant ou sur leur vélo. On pense à vous et merci pour tous les gentils messages que vous nous envoyez. C'est toujours extrêmement satisfaisant de savoir que ce qu'on fait peut être éventuellement considéré de temps en temps comme utile.